Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire notre vrai-faux. J'ai reçu pas mal de questions, on va essayer de toutes les traiter. Si on n'a pas eu le temps de toutes les traiter, ce sera sur la prochaine vidéo, n'ayez crainte. Donc on a un petit peu de tout, on a des questions simples et des questions un petit peu plus complexes. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos futures questions pour le prochain vrai-faux, on va tous les traiter. Donc on va commencer juste après le petit moment sponsor comme on a l'habitude et on se retrouve juste après. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée. Donc voilà, écoutez, on va commencer par la première question de Monsieur Hackerbill qui me demande pourquoi les marques n'ont pas fabriqué des adaptateurs pour DDR4 vers DDR5. Ils n'ont pas créé ça exactement pour la même raison qu'il n'y a pas eu d'adaptateur DDR3, DDR4, parce que tout simplement pour deux choses, c'est que votre carte mère ne sait pas les traiter, parce que la carte de la DDR5 fonctionne différemment, elle fonctionne sur un double canal, le langage de votre processeur ne sait pas forcément discuter aussi avec de la DDR5, même si on sait que la dernière génération d'Intel sait faire les deux générations DDR4 et DDR5, mais tout simplement on ne peut pas. Et en termes aussi de fréquence, vous remarquerez que sur les caractéristiques techniques de votre carte mère, il y aura un nombre de fréquences max qui sera certainement largement dépassé par la DDR5. Donc pour ce fait, ça n'existe pas tout simplement. Deuxième question de Hackerbill. Pourquoi les cartes mères sortent des BIOS avec des power limits différents? Effectivement, on peut voir par exemple deux 3080, une avec 350 watts et l'autre 450 watts, et ce qui va avoir un gros impact sur vos FPS, sur votre puissance générale. Déjà pour deux raisons, c'est qu'ils vont décliner aussi leur propre marque, OC ou non OC. Donc non OC, généralement ça va être du 350 watts, OC ça va être du 400, 450 watts pour des grosses cartes comme des Strix de chez Rogue. Donc tout simplement, déjà il y a deux choses, c'est le prix de la carte. Lorsque vous avez une carte qui doit faire 450 watts, il va falloir aussi refroidir son DDP. Donc ils auront des systèmes de refroidissement qui seront plus épais, plus performants, donc plus chers. Donc il y a aussi le phénomène que pour pouvoir offrir des cartes donc moins chères, ils ne vont pas aller chercher des gros power limit parce que tout simplement il va falloir les refroidir et ça va être un petit peu ça lors de l'achat de votre carte graphique. Ça va être de bien contrôler, de pouvoir avoir le power limit le plus fort possible afin d'avoir le plus de performance possible. Troisième question, qu'est-ce que c'est qu'un bottleneck? Le bottleneck, je te informe qu'il y a une petite vidéo que j'ai fait sur la carte graphique où j'explique exactement ce que c'est qu'un bottleneck. Mais en gros, pour résumer, pour ceux qui veulent comprendre vite fait, c'est que tout simplement, lorsqu'on emploie une carte graphique qui est très puissante, qui est assez grosse et qu'on a un tout petit processeur en face, on a un effet d'entonnoir. C'est-à-dire que la carte graphique est capable d'absorber plus d'informations que le processeur est capable de lui donner. Donc on a cet effet d'entonnoir, je vous mets un petit dessin pour que vous puissiez voir. Donc c'est tout simplement ça. Allez voir surtout la vidéo que je vous ai laissée là parce qu'elle le traite vraiment, elle vous dit exactement comment fonctionne une carte graphique, comment elle est fabriquée d'ailleurs, le système de refroidissement, tout ce qui va avec, tout pour bien comprendre. Question de Coyote. Donc la question de Coyote, c'est si j'ai des RAM, 2 slots de RAM à 3200 et que je veux rajouter des RAM à 3600, est-ce que les 4 RAM vont passer à 3600? Malheureusement non, ce serait trop bien, c'est clair, il suffirait d'acheter une RAM juste bien cadencée et le reste pas cadencé pour que tout s'aligne. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et tes RAM, elles vont automatiquement se cadencer à la fréquence de ta RAM
la plus faible pour apporter de la stabilité, parce que sinon, tout simplement, si elle devait se cadencer à la RAM la plus forte, elle ne suivrait tout simplement pas du tout et l'XMP serait complètement perdu, quoi. Question de Charles Istou 69. À quelle fréquence faut-il faire des vidanges de water cooling? Encore une fois, j'ai fait une vidéo water cooling, je vous mets aussi le lien ici. Une vidange de water cooling, on la conseille plus ou moins tous les ans. Vous pouvez dépasser, vous pouvez aller un peu plus loin, un peu moins là, mais une bonne fréquence, c'est une fois par an, en sachant que si tu as quelques mois de retard, ce n'est pas la fin du monde. Allez voir donc la vidéo, elle vous explique aussi tout ça. Une question de Atamac. Donc c'est une question qui a déjà été traitée mais que je vais la remettre encore aujourd'hui parce qu'on me la redemande souvent. Et bien tout simplement, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir entre des faibles latences ou une haute fréquence. Donc l'idéal bien entendu c'est les deux. Sauf que vous verrez que généralement, surtout dans la DDR5, vous verrez que généralement elle explose, les latences explosent et que les fréquences aussi. Mais en tout cas, je vous remets un petit tableau, ça a déjà été traité aussi lors de la dernière vidéo vrai-faux. Ce qui est le plus important à privilégier, ce sera toujours la fréquence. Bien entendu, c'est bien d'avoir des faibles latences, mais les résultats, même en jeu, ce qui va vous donner le plus de vitamines, ce sera quand même les hautes fréquences. Question de Darkside. Peut-on créer un adaptateur M2 branché sur les PCI? Est-ce que le port de ma carte mère pourra le supporter? Alors, je te mets ici une petite photo. Ça existe déjà. Pour ceux qui ont des cartes mères d'une ancienne génération, effectivement, il y a déjà ce type de support. Donc, on peut mettre en M2 ou on peut, que ce soit NVMe ou non NVMe. Votre carte mère va supporter, bien entendu, si c'est une carte mère très âgée ou en tout cas plus âgée, ou ce sera juste du M2, mais elle ne sera pas NVMe. Mais en tout cas, tu pourras mettre ce type de support sur ta carte. Ça existe, c'est à l'achat, donc il n'y a pas du tout de sujet. C'est pas très cher. D'ailleurs, il vaut mieux des fois acheter ce petit type de support que de changer intégralement sa carte mère, bien entendu. Question de STVN. J'ai une 1070 Ti, si je rajoute une 1070 Ti, est-ce que ça va doubler mes performances? Alors, il y en a qui le font, donc de rajouter deux cartes graphiques, ça s'appelle mettre en SLI, par exemple pour Nvidia. Donc mettre ça en SLI, ça ne va pas doubler tes performances. Généralement, quand on emploie du SLI, la deuxième carte va être utilisée plus ou moins 30 ou 40% de ses capacités, ça ne va pas être le double. Et en sachant surtout que tous les jeux ne savent pas utiliser le SLI. Donc, c'est-à-dire que je pourrais te mettre, je vais vous mettre là vite fait quelques petits noms de jeux qui savent le gérer. Le reste des jeux ne savent pas le gérer. C'est une technologie qu'ils ne savent pas faire et qui n'ont pas grand intérêt non plus à le faire parce que ça se fait de moins en moins parce que les nouvelles cartes sont vraiment très perf pour les jeux. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt aujourd'hui pour eux. Mais en tout cas, ça ne va pas doubler tes performances. Si tu auras dans la liste de jeux que j'ai mis des jeux que tu utilises, elle va avoir donc les caractéristiques pour pouvoir faire fonctionner ton SLI, mais ta deuxième carte fonctionnera à 30% ou 30 ou 40% grand max. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire pour ce type de combo de cartes graphiques. Question de Dragon Heart. Un Ryzen PCI 4 fait baisser les performances d'une carte graphique PCI 4 ? Non. À l'époque, sur les anciennes générations, effectivement, il pouvait avoir vraiment des pertes parce que les qualités des Ryzen étaient vraiment pas top. On était au début des extensions pour mettre les cartes graphiques à la verticale. Effectivement, maintenant, ça a bien changé. Ou en tout cas, si tu achètes quelque chose de bonne qualité, un Ryzen de bonne qualité, comme je l'ai déjà cité dans mes vidéos, tu n'auras pas de perf. Si tu en as, ce sera peut-être 1 ou 2 FPS, mais ce sera rien d'autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien contrôlé et ça va dépendre énormément donc de la qualité de ta nappe. Donc généralement, quand tu utilises une bonne marque avec une bonne notation, tu vois un petit peu ce que tu achètes, tu n'auras pas. Ça gère très bien la carte graphique déportée. Question de Inception. Si un OC peut réduire la durée de vie d'un processeur? Alors je l'ai déjà répondu, mais comme c'est une question qui revient souvent sur les Discord ou qui revient souvent aussi lors de mes streams, un OC ne va pas réduire la vie de votre processeur. Et si oui, ce sera dans 50 ans. Donc en gros, aujourd'hui, pour résumer encore une fois, on va aller vite parce que j'ai déjà traité cette information-là. Aujourd'hui, les processeurs d'il y a 30 ans fonctionnent toujours, sauf qu'on ne les fait pas fonctionner parce qu'ils sont tellement désuètes qu'aujourd'hui, il y a 10 000 fois plus puissant que ça ne sert strictement à rien de les faire fonctionner.
Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas les mettre de côté ou tu vas le revendre et tu seras passé à une génération suivante. En tout cas, ça ne va pas réduire la durée de vie. La chauffe ne va pas réduire la durée de vie. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'électromigration, c'est-à-dire que par exemple, si tu overclock très fort ton processeur, tu vas avoir une électromigration, tu vas avoir tout simplement des petits atomes qui vont se déplacer dans ton maillage. La plus grande chose que tu pourras avoir, c'est qu'au bout de 2 ans, tu vas avoir une instabilité sur ton OC. Il va falloir que tu règles un petit peu ta fréquence ou ton voltage, mais tu vas réussir à avoir quelque chose de stable juste après. Donc, tu n'auras pas du tout de sujet. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça paraît incroyable, mais non, un OC ne va pas détruire un processeur. Alors, j'ai dit bien un OC comme il se doit. C'est sûr que si tu vas mettre 6 volts sur ton processeur, ça risque de mal se passer. Et bien que, encore, il y a des protections sur le processeur, il y a des protections sur la carte mère, il y a des protections logicielles. Donc, généralement, il va tout simplement se brider. Et donc, tu n'iras pas jusqu'à sa rupture, tout simplement. Donc, en tout cas, aujourd'hui, moi qui overclock depuis déjà quelques bonnes années, je n'ai jamais eu aucun sujet, en sachant que j'ai déjà fait des overclocks bien forts. Donc voilà, à la limite, si tu dois overclocker pour faire du score sous azote ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas te dire que ta durée de vie sera réduite ou pas. On parle bien d'overclocking manuel, fait sous water cooling, fait sur Ventirad ou IO, des water cooling, quelque chose qui va refroidir ton processeur. Mais généralement, tes processeurs, tu verras suivant la référence de ton processeur, il sera garanti 90 degrés, 100 degrés ou 110 degrés. Généralement, c'est ça. Donc, ça veut dire que ton fabricant, par exemple, pour 100 degrés, on va prendre la moyenne, il va te garantir que ton processeur va fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à 100 degrés, en sachant que tu vas tout faire toi pour que lors de ton refroidissement, tu n'atteins pas ces 100 degrés. Donc généralement, tu verras, il n'y aura pas du tout de sujet. Tu peux hausser, n'ayez crainte sur la durée de vie de vos processeurs. Une question de Orval 2. J'ai reçu une carte mère avec Coldwen, dois-je la rendre? Alors, le Coldwen, aujourd'hui, ça arrive pour beaucoup. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Coldwen, ça arrive souvent sur les cartes mères qu'on a des composants qui commencent à faire djjj. Ça fait un petit Coldwen, un petit bruit un petit peu strident qui peut être complètement énervant. Alors, moi, j'ai trouvé une petite solution. Tu essaieras si ça marche ou pas. Généralement, si tu vas par exemple sur MSI Afterburner, tu lui rajoutes un petit peu de jus, mais un tout petit peu, tu verras que généralement il a tendance à partir. C'est-à-dire que la fréquence de jus qu'il a en ce moment, ça lui fait cet effet de vibration tout simplement que tu peux entendre dans les condensateurs. Et là, de lui donner un petit peu de jus, généralement ça peut partir. Donc essaye déjà ça. Le Coldwen au niveau des reprises des fabricants, ils peuvent le reprendre à partir du moment où c'est vraiment un Coldwen infligeant. Donc là, ils pourront rien dire. Si c'est un petit Coldwen, ils vont te dire c'est tout à fait normal. Donc, essaye le petit conseil que je t'ai dit sur le Coldwen. Moi, chez moi, généralement, ça marche à chaque fois. Donc, ça dépend un petit peu de la qualité du Coldwen que tu as. J'ai jamais eu un très fort Coldwen en bas non plus, mais le peu de Coldwen que j'ai eu, en tout cas, j'ai réussi à le faire disparaître en touchant un petit peu le voltage, l'intensité de la carte graphique. Une question de Lucas Portra, un antivirus est-il vraiment obligatoire? Alors, il faut savoir qu'un antivirus n'est pas obligatoire. Windows Defender fait très bien son boulot. Voilà, tu peux en rajouter un deuxième. Le meilleur antivirus que tu auras, ce sera vraiment toi. C'est-à-dire que si tu te balades dans certains sites, si tu ne fais pas attention sur les supports USB ou quoi que ce soit que tu mets, tu pourras évidemment bien ramener quelque chose que Windows Defender ne va pas remarquer, ça c'est sûr. Tu me poses la question si moi j'en utilise un. Écoute, moi j'utilise effectivement un antivirus. Voilà, je vais te donner la marque, ça s'appelle S8. Je vous mets un petit logo c'est quelque chose que les gens connaissent moins, les gens qui connaissent bien entendu, mais c'est moins connu que Norton, que toute la base qu'on puisse connaître aujourd'hui. Mais moi je l'utilise parce qu'il fonctionne plutôt très bien. J'aime beaucoup de la manière où il fonctionne et il m'a déjà sauvé la vie une ou deux fois parce que comme je récupère aussi pas mal de PC, il s'avère que je reçois des PC qui sont déjà un peu infectés entre guillemets. Donc le meilleur antivirus qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment toi. Ça va être vraiment de la manière où tu vas utiliser ton PC et ce que tu vas faire avec sur les sites et ce que tu vas télécharger. C'est la meilleure chose. En tout cas, si tu n'en veux pas un, Windows Defender en tant qu'antivirus de base fait déjà très bien son boulot. La dernière question de ce deuxième vrai-faux va être de Miguel. Je veux changer toute ma configuration mais garder mon ancienne alimentation de 9 ans. Est-ce que c'est possible? Alors, il faut savoir que les alimentations de base sont garanties au moins 10 ans aujourd'hui. Elle a 9 ans. Si les fabricants garantissent 10 ans, c'est qu'ils savent très bien déjà qu'ils se laissent un petit peu de mou avant que ça tombe en panne.
Moi aujourd'hui, j'ai jamais fait travailler des alimentations aussi âgées, mais je peux te dire que si en tout cas, si son wattage correspond à ta future configuration, bah oui, lance-toi, vérifie bien que tu aies le bon nombre de prises derrière. Je ne sais pas s'il est modulaire ou pas modulaire, mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Tu peux ramener ton alimentation. Généralement, c'est quelque chose qui est relativement fiable aussi dans ton PC. C'est quelque chose qui reste fiable, c'est l'un des éléments qui reste fiable dans le PC. Donc oui, tu pourras ramener ton alimentation de 9 ans et essaye déjà, pas la peine de craquer sur une nouvelle alimentation si tu en as une qui fonctionne très bien à l'heure actuelle. Voilà les amis, j'espère que ce petit vrai faux vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, bien entendu. En tout cas, merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos futures questions pour le prochain vrai faux, parce que je vais en avoir besoin pour piocher dedans, pour voir toutes vos interrogations, pour pouvoir vous y répondre tout simplement sur le prochain vrai faux qui aura dans un mois. On va essayer de se maintenir ça tous les 1 mois. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine et mucha gracias et à bientôt. Ciao, ciao.